Mesdames, Messieurs, bienvenue à travers ces beaux magazines Info Santé Verte. Nous sommes à la Lisadelle, nous allons recevoir le président, directeur général de cette plateforme, Godé Poy, qui est avec nous. Voilà, alors avec lui, nous allons nager sur diverses questions. La toute première est de savoir déjà, Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous a poussé exactement de créer la Lisadelle? Nous sommes étudiants à l'université en 1994-84, lorsque la République démocratique du Congo, à l'époque dirigée par M. Mobutu, avec le Premier ministre Kengo Andondo, décide de mettre fin à la prise en charge de l'éducation. Nous avons été choqués quand on était étudiants, mais on était incapable de faire quoi que ce soit. Mais nous savions déjà que c'était une catastrophe, parce que l'avenir de nos enfants était compromis, et notre propre avenir. C'est ainsi que lorsque nous sommes arrivés en 1989, nous avons décidé de participer à la révolution universitaire pour mettre fin au régime de M. Mobutu. Parce que nous pensions que s'il partait, la situation des enfants et des femmes devait s'améliorer. Nous avons constaté pendant notre parcours qu'il y avait des violences sexuelles faites aux enfants, aux étudiantes. Pour passer de classe, l'étudiant devait coucher avec un professeur. Nous avons connu le cas de nos collègues qui étaient intelligentes, mais conditionnées pour passer les classes, ils devaient se déshabiller devant les profs. Parce que la fille a refusé, ces filles étaient busées. Ils ne pouvaient pas passer des classes. Toutes ces choses, lorsque nous avons fini les études, ça nous a préoccupés. Et quand même, il y avait des opportunités de travail, parce que je suis économiste de formation, je devais travailler à la Banque centrale, parce qu'il y avait une ouverture pour moi de travailler avec le professeur Niébou Chaban dans son cabinet, ou soit je devais travailler avec Niébou Chaban et Béé Djemé, qui était le PDG de l'OFIDA, et il m'a reçu pour être dans son cabinet. Et quand je suis sorti, je me suis posé la question, est-ce qu'on fait les études universitaires? C'est pour avoir des maisons, pour avoir des véhicules, ou pour être utile à la communauté? Et quand je me suis posé cette question, j'ai trouvé la réponse, c'est pour être utile à la communauté. Mais comment ce mal que nous avons vu pourront terminer? Comment les enfants qui ne vont pas à l'école pourront répandre l'école s'il n'y a personne qui en parle? Comment les femmes qui sont violées, on va y mettre fin s'il n'y a personne qui en parle? Et raison pour laquelle nous sommes dit, nous renonçons à tous les avantages liés au travail juteux, mais nous pensons que nous pouvons être utiles en parlant des problèmes de notre société, notamment les problèmes des femmes violées et les problèmes des enfants qui ne vont pas à l'école. Voilà ce qui nous a motivés à renoncer à tous les avantages liés au travail, la Banque centrale, l'OFIDA, et à nous mettre pour réfléchir, mettre en place un mécanisme susceptible de pouvoir faire pression sur le pouvoir public, faire pression sur le gouvernement, sur le chef de l'État Mobutu à l'époque, pour qu'il revienne sur sa décision de renoncer à la prise en charge de l'éducation, aussi mener des actions pour que les filles qui vont à l'université soient protégées comme tout autre citoyen. Et voilà ce qui nous a motivés pour mettre en place l'organisation en 1994. Voilà, Joseph Godé Kayembe, on aimerait un peu en savoir plus sur la présentation de travail que fait la Lisadelle dans la lutte, bien sûr, contre les violences sexuelles. Nous avons décidé de mettre en place la Lisadelle après cette réflexion, mais Lisadelle, après 24 ans, 25e année cette année, Lisadelle a réussi à mettre en place beaucoup de choses. Nous avons, par rapport au plaidoyer, parce que notre plaidoyer était d'amener l'État à mettre en place les lois susceptibles de protéger les femmes, les enfants, les lois pouvant reconnaître les droits des enfants. Nous sommes la première structure à faire la vulgarisation de la Convention relative aux droits de l'enfant, et cette convention qui a débouché sur la loi portant protection de l'enfant. Et cette loi portant protection de l'enfant, c'est notre plaidoyer au niveau du ministère du genre, qui appuie le leadership pour pouvoir préparer la loi qui a été adoptée par le gouvernement et présentée au Parlement pour être adoptée et promulguée par les chefs de l'État. Et la loi portant protection de l'enfant, c'est notre œuvre. Nous avons réussi à faire le plaidoyer pour qu'on mette la loi sur la violence sexuelle. Je crois que
beaucoup de patriotes qui ont évolué avec nous à l'époque de l'initiative conjointe savent que c'est la Lizadel qui voulait en faire son cheval de bataille. Parce que nous ne pouvons pas comprendre comment dans un état normal que l'on puisse violer des enfants de 13-14 ans et qu'on le dise que les filles ont consenti. On casse l'avenir de la jeunesse en les violant et en même temps on dit au niveau de la justice que la femme avait consenti. La loi portant protection de l'enfant, la loi sur la violence sexuelle, la loi, le mécanisme qui a été mis en place, notamment la Convention des droits de l'enfant, a ramené l'âge de l'enfant à 18 ans. Et vous savez, comme vous le savez, à l'époque du maréchal Mobutu, les filles, lorsqu'elles ont 14-15 ans, 14-13 ans, elles pouvaient être mariées. Parce qu'elles pouvaient être mariées et on casse l'avenir de la fille pour l'envoyer dans le mariage. Et nous avons lutté pour qu'on y mette fin et qu'on mette la loi qui donne la possibilité aux filles de terminer les cycles secondaires. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons mis en place, pendant la même période, nous avons mis en place un mécanisme susceptible d'apporter les secours aux femmes. Comme vous le savez, une veuve, lorsqu'elle est déshéritée, le mari est décédé, elle est totalement abandonnée par la société. Cette femme n'a pas de repères, n'a personne pour la soutenir. Lorsque les femmes sont violées dans cette ville, il n'y a personne qui peut leur rendre service, qui peut les accompagner. Déjà à cette époque, en 99, en 99, nous avons créé la première clinique juridique pour accompagner toutes les femmes qui ont des problèmes de violence basées sur les genres, notamment les veuves, notamment les orphelins qui ont des problèmes d'accompagnement judiciaire. Nous avons créé cette clinique pour accompagner les femmes violées qui ont des problèmes d'être accompagnées. Et avec espoir que les filles de l'université devaient dénoncer les professeurs qui les harcèlent pour qu'on puisse les arrêter. Malheureusement, les filles n'ont jamais dénoncé. Mais en même temps, nous avons continué à travailler. Nous avons réussi à mettre en place ce mécanisme qui est devenu une référence pour l'ensemble de la République. Aujourd'hui, les gens parlent des cliniques juridiques, mais c'est nous les initiateurs. La Lizadel, c'est la première structure à mettre en place dans ce pays une clinique juridique pour accompagner les femmes et les enfants en justice. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, nous en avons 12. Et dans toute la République, nous avons des cliniques qui sont des instruments, des structures que la Lizadel utilise pour apporter une aide légale aux personnes vulnérables, les femmes qui n'ont pas de soutien, les enfants, les orphelins, les veuves, les femmes violées, à recours aux cliniques juridiques où ils trouvent une assistance sociale, ils trouvent les psychologues, ils trouvent les juristes pour faire leur plainte, les psychologues pour la détraumatiser, les assistants sociaux pour les accompagner. Parce que lorsque la femme est violée, c'est une catastrophe. Il faut absolument qu'elle trouve une voix, une oreille attentive pour qu'elle soit détraumatisée. Et nous avons mis des psychologues à cet effet. Et en même temps, nous avons créé les réseaux, ou sinon les collectifs d'avocats, membres de la Lizadel, qui doivent accompagner toutes les femmes violées en justice. Lorsque la femme a des problèmes, elle vient à la Lizadel et trouve un assistant juridique qui facilite la plainte. Et lorsque le dossier avance au niveau du magistrat, nous le mettons à sa disposition un avocat qui l'accompagne en justice. Et ce travail, on le fait gratuitement. Il n'y a personne qui nous apporte des appuis, si ce n'est que le partenaire bilatéraux de temps en temps qui apporte des appuis. Et je vous informe que lorsque nous avons créé la Lizadel, nous ne savions pas qu'il y avait des bailleurs de fonds. Parce que nous étions animés par une seule détermination, comment aider les personnes qui ont des problèmes, les femmes qui ont des problèmes, les enfants qui ne vont pas à l'école, comment les aider. Et nous avons mis en place la structure. Nous ne connaissions pas qu'il y avait des bailleurs de fonds. Ce qui nous avait motivés, c'est comment répondre aux besoins des victimes dans ce pays où il n'y a pas de structure de prise en charge. C'est ça qui nous a motivés à mettre en place une structure. Et ces structures ont apporté la solution à des milliers de femmes et des enfants qui sont passés par nos portes, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit à l'intérieur, parce que nous avons la même démarche pour trouver la solution, apporter la réponse aux personnes, aux femmes, aux enfants qui ont des problèmes de violence. Alors, quels sont les dangers que représentent aujourd'hui les violences sexuelles en République démocratique du Congo? Les violences sexuelles, c'est un frein au développement. Un pays où les violences sexuelles sont faites aux femmes et que les auteurs ne soient pas sanctionnés comme au Congo,
c'est un pays d'avance maudit et qui n'a pas d'avenir. Celui qui détruit la femme détruit la nation. Parce qu'on dit, celui qui éduque la femme éduque toute une nation. Celui qui détruit la femme détruit la nation. Vous allez remarquer que les familles stables, ce sont des familles où la femme a une place prépondérante dans la famille. Dans une famille où la femme n'est pas considérée, cette famille-là n'a pas d'avenir. De même, lorsque la majorité des femmes dans un pays sont violées, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. Parce que les femmes violées ne peuvent jamais oublier ce qui leur est arrivé. Elles sont traumatisées. Et les traumatismes-là ne partent pas. Même quand on peut l'accompagner sur le plan psychologique, mais il y a des séquelles qui restent. Voilà pourquoi l'État a l'obligation de sanctionner davantage. Sanctionner sans réserve toutes les personnes qui violent les femmes. Surtout quand on viole les enfants, on les détruit, ils n'ont pas d'avenir. On initie les enfants à la sexualité très jeune. On suscite le besoin sexuel dans l'enfant qui n'en a pas besoin. Et cela, cet enfant, comment vous allez le gérer? Parce qu'il va à l'école, il échoue. J'ai connu le cas d'une fille violée de 7 ans. Elle était en 3e primaire, de 8 ans. Lorsqu'on l'a remis en 2e, elle ne comprenait rien. Lorsqu'on l'a remis en 1re, elle ne comprenait rien. Donc elle était devenue incapable de pouvoir se répandre. À cause du violence sexuelle, lorsque les femmes sont violées, le danger, première chose, c'est que ces femmes sont déconcentrées. Elles ne peuvent rien faire. Deuxièmement, ils sont traumatisés. Troisièmement, ils peuvent être détruits sur le plan physique. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont des fistules à cause des violences sexuelles. À cause des violences sexuelles, les enfants qui sont initiés à la sexualité très jeunes, ces enfants n'ont pas d'avenir. Parce qu'en réalité, ils trouvent la vie sexuelle, le sexe, comme étant une référence particulière. Les filles qui sont initiées à la sexualité, très jeunes violées, parfois peuvent devenir stériles, peuvent devenir des personnes qui ne s'intéressent pas à la vie sexuelle. Toutes ces situations devraient préoccuper la communauté. La femme doit gérer sa sexualité seule. Les garçons doivent gérer à un certain âge, au-delà de 18 ans, parce que la loi congolaise interdit l'utilisation du sexe par l'enfant avant 18 ans. Au-delà de 18 ans, cette personne a la maturité de prendre la décision sur son sexe. Lorsqu'on le prend par force, on lui crée des fistules, on lui crée des traumatismes, on lui crée des maladies. Et cette personne, son avenir est compromis. Et voilà pourquoi nous disons que le viol sexuel, c'est un danger qui doit être éradiqué dans notre pays. On doit y mettre fin. Et pour y mettre fin, il faut que l'État congolais prenne des mesures exemplaires. Il faut que la justice congolaise accompagne l'État, accompagne le gouvernement, accompagne, l'option soit levée au niveau le plus élevé par le chef de l'État, d'obtenir des sanctions sévères à l'endroit de toutes ces personnes, parce que c'est lui le garant de la mise en œuvre de toutes les conventions et de toutes les lois. Alors à ce moment-là, lorsque les juges se compromettent dans l'application de la loi, ils se retrouvent en prison. Ça peut permettre à ce que les femmes qui subissent toutes ces conséquences puissent bénéficier de la protection, et la protection qui permettra à ce que nous ayons une société de personnes équilibrées, des femmes équilibrées, parce que quand on a une femme équilibrée, la société est équilibrée. Alors, la Lisadel en soi, peut-on savoir quelles sont les procédures de fonctionnement, les procédures de marche que vous utilisez pour essayer de sanctionner ces personnes coupables, en fait, ces personnes qui sont hors la loi, qui violent même ces femmes ou ces enfants? La Lisadel dispose des collectifs d'avocats. Lorsque la femme est violée, un enfant est violé, et que nous sommes saisis, parce que nous avons choisi de marcher, d'être à côté de commissariat, d'être à côté de la commune, dans le quartier, dans les communes, lorsque la femme est violée, ou dans les quartiers où les enfants sont violés, la première personne à rencontrer, c'est le bourgmestre. Nous avons pensé qu'il fallait mettre le bureau dans la proximité des bourgmestres, pour que lorsqu'il y a des cas comme ça, nous puissions le récupérer
pour les accompagner, comme il n'y a pas de structure de prise en charge. Et dans les cliniques juridiques, lorsque la femme arrive, il est en face d'un assistant social qui l'entend, qui l'écoute et qui sait si ce dossier nécessite d'aller à l'hôpital, on le réfère à l'hôpital, on cherche le rapport médico-légal, nous payons. Quand la personne arrive, on le met à la disposition d'un psychologue qui doit la détraumatiser. Parce que la personne violée, elle est détruite sur le plan psychologique. La plupart des gens cherchent à mourir. Et on lui donne le psychologue pour la détraumatiser. Dès qu'il est détraumatisé, on lui donne un avocat pour l'accompagner. Former la plainte, l'accompagne devant le juge, le magistrat, lors de verbalisation, ou sinon lors de verbalisation, il participe pour l'aider, pour l'orienter, jusqu'au moment où le dossier est fixé devant les juges et l'avocat l'accompagne gratuitement jusqu'à la sortie. Et cela, nous le faisons parce que nous savons que ailleurs, dans d'autres pays, ça se fait de cette manière-là. Dans des pays occidentaux, c'est l'État qui le fait. Comme dans notre pays, l'État n'a pas encore pensé à prendre en charge ses administrés. C'est ainsi que nous-mêmes, nous avons pensé qu'il fallait que nous-mêmes nous puissions le faire. Nous le faisons, nous les accompagnons et nous les aidons. Et c'est comme ça que nous travaillons. Et avec les hommes de bonne volonté, comme UNICEF, qui nous apportent leur appui de temps en temps, comme le gouvernement a prévu nous prendre en charge, mais cet argent n'est jamais sorti. Mais ça n'est jamais sorti. Nous sommes bloqués, comme nous sommes dans un pays où on vous promet, mais pour qu'il y a le temps entre les promesses et les réalisations, ça fait qu'on n'arrive pas à pouvoir bénéficier des fonds de l'État pour pouvoir accompagner les victimes. Voilà, on va finir avec vous. D'après les estimations que vous pouvez nous donner aujourd'hui, on peut se dire aujourd'hui le taux des enfants ou des femmes violées peut nager à combien Avant de revenir à votre préoccupation, lorsque la fille est accompagnée et que nous constatons que les traumatismes sont très avancés, cette personne, nous les mettons au niveau de notre centre de transit. Au centre de transit, il peut faire 3 mois à notre charge. On les nourrit, il reste là-bas. Pendant 3 mois, lorsque nous entendons qu'il est détraumatisé et qu'il est pauvre, une femme est pauvre, une fille est pauvre, on le met dans la formation professionnelle. Parce que nous pensons que lorsqu'il a une formation professionnelle, cette personne peut devenir indépendante. Si elle vit de son sexe, il va changer les orientations pour commencer à travailler, à se rendre utile. À ce moment-là, quand il sort le foyer social, si nous avons des moyens, on lui donne les kits de réinsertion, soit la machine à coudre, soit les casques, pour que cette personne soit capable de se prendre en charge. Parce que notre souci, c'est d'amener les gens, les femmes et les enfants violés à être autonomes et indépendantes. Et se prendre en charge et surmonter les violences et aussi obtenir que les auteurs soient sanctionnés. À ces jours, les violences sexuelles montent en flèche. Les violences sexuelles montent en flèche parce qu'il n'y a rien qui les empêche, qui empêche les auteurs de violences sexuelles à abandonner. Il n'y a rien qui empêche les auteurs de violences sexuelles à abandonner. Si vous entendez les gens dire que les violences ont baissé, ils font de la politique avec la santé publique, la santé des femmes. On ne peut pas faire la politique avec la santé des femmes. Nous disons à ceux-là qui pensent que les violences ont baissé parce qu'ils ont fait des discours, de savoir qu'on ne peut pas faire la politique avec la santé des femmes. Les violences sexuelles montent chaque jour. Chaque jour qui passe, il y a des filles qui sont enlevées. On les met dans les catchs. On part avec elles. Soit, aujourd'hui, on a créé même un produit. Je viens de recevoir même un dossier où une fille marche tout en marchant. Quelqu'un lui dit, il y a quelque chose qui marche, qui est sur ton visage. Il fait passer le doigt sur son nez. Tout de suite, la fille s'est retrouvée, il perd connaissance, le type la prend, ils vont la violer du côté de Mokali. Tout ça, c'est pour vous dire que chaque jour, les gens montrent des stratégies pour violer les enfants. Donc, il n'y a rien qui les empêche. Parce que ceux qui ont violé avant, on ne les a pas sanctionnés sévèrement pour que ce soit un exemple pour l'ensemble de la communauté, pour l'ensemble des violeurs potentiels. Aujourd'hui, les violences sexuelles montent en flèche parce que les sanctions qu'on donne aux auteurs ne répondent pas aux actes qu'ils ont posés. Les gens banalisent, dans les juridictions banalisent, à la police on banalise, on donne l'argent aux policiers, il libère l'auteur. Chez le magistrat, on donne l'argent, il fait l'arrangement à l'amiable. Ça fait que la personne, quand il y entre dans le quartier,
ceux qui ont envie de faire la même chose continuent et posent les actes. Parce que ceux qui ont posé, ceux qui ont violé avant, on ne les a pas sanctionnés sévèrement. Voilà la situation du Congo. Nous sommes entretenus avec Joseph Godet Kayembe, président, directeur général de la Lizadel. Nous étions en plein centre Willery, ici, dans la province-ville de Kinshasa. Monsieur Godet Kayembe, nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier.